Merci, Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président. Cette délibération nous permet effectivement de revenir un an après sur les observations faites par le rapport de la CRC sur les exercices 2014-2018. Elle présente les actions entreprises suite aux recommandations formulées par les magistrats. S'il n'y a pas lieu ici de refaire le débat du Conseil du 20 novembre, soulignons toutefois que les remarques de la CRC ne se limitaient pas à ces seules recommandations et que le rapport intégrait des observations et remarques beaucoup plus complètes. Le Dauphiné libéré revenait par exemple cette semaine sur la sous-estimation des dépenses de transfert liées aux voiries et leur impact sur leur mauvais traitement. Une question cruciale qui, même si elle ne faisait pas l'objet d'une recommandation spécifique, renvoyait au pacte fiscal et financier. Il en va de même pour le manque de lisibilité, de l'efficience de nos actions dans le domaine économique, par exemple. Alors, cette précaution d'usage faite, venons-en au rapport. La recommandation numéro 1 porte sur l'offre de mutualisation faite aux communes. C'est un point important car il est l'un des signes de la solidarité intercommunale et de notre capacité à faire bénéficier aux communes des expertises dont elles ne peuvent se doter seules. Le rapport montre une progression tant du nombre de communes concernées que des sujets proposés à la mutualisation. Cette offre a vocation à être dynamique et présentée aux maires chaque année au mois de juin, indique le rapport. C'est une orientation que nous validons. L'offre doit être en effet ascendante et non descendante. Elle doit partir des besoins des communes et se concentrer sur les secteurs où les besoins sont les plus importants. S'agissant de la recommandation numéro 2, rappelant la nécessité de conclure un pacte financier et fiscal de solidarité, nous l'avons dit ici à plusieurs reprises, nous regrettons que la démarche ait été si longtemps mise de côté. C'est en effet la clé de la solidarité intercommunale et de la confiance entre les communes. Le fait de disposer d'un état des lieux, que nous avons désormais, est une bonne chose. La méthode visant à en faire une démarche participative avec les communes également. Mais nous sommes inquiets, car le temps passe et il nous semble qu'il manque encore à ce stade une discussion sur les grands principes de ce pacte. Quelques exemples. Comment mettre en œuvre une solidarité concrète entre communes riches et communes pauvres et sur quels critères? Comment préserver les équilibres territoriaux tout en construisant la solidarité métropolitaine? Doit-on aller plus loin sur certains sujets, équipements sportifs ou culturels par exemple? Est-il normal que les communes soient appelées à financer des compétences métropolitaines? Nous avons ainsi eu une réunion cette semaine qui nous expliquait que désormais, sur les copropriétés fragilisées, les communes seraient appelées à venir en complément. Ces questions cruciales n'ont pas encore été abordées. Est-on vraiment en mesure de le faire avec une adoption prévue en décembre 2021 ? D'autant qu'elles sont bien évidemment reliées à la question de l'attribution de la dotation de solidarité communautaire. Cela suppose pour cela que les maires aient une relation de confiance avec la métropole et une vraie capacité de décision. Et disons-le franchement, aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Le fait d'avoir construit votre majorité autour d'un périmètre qui exclut, au lieu de rassembler, c'était pourtant votre engagement, Monsieur le Président, lors de votre élection, y est pour beaucoup. C'est une occasion ratée, et c'est bien dommage, car vous avez privilégié une lecture politique, voire politicienne, à une lecture de territoire. Et nous ne sommes pas très optimistes, disons-le tout net, pour la suite, quand nous voyons les débats sans fin au sein de votre majorité, où chacun tente de tirer la couverture à soi, au lieu de viser l'intérêt général. La dette de l'eau, sur laquelle nous reviendrons derrière, ou la fermeture unilatérale d'un pont, chose qui ne s'était jamais vue, en sont de récents mais instructifs exemples. S'agissant de l'évaluation et des critères du service rendu, là encore, la réalité nous laisse sceptiques. La délibération cadre, non seulement vient seulement d'être prise au Conseil de septembre, donc c'est tout récent, elle ne va pas dans le bon sens, nous l'avons dit, en laissant au seul exécutif le soin de déterminer les sujets qu'il veut évaluer. On ne s'y prendrait pas autrement si l'on voulait verrouiller les débats. L'épisode du siège, souligné dans le rapport de la CRC aussi, ça on est parvenu tout à l'heure, nous a montré que ces évaluations servaient le plus souvent à justifier les décisions déjà prises et non à préparer la prise de décision. Concernant les subventions au titre de l'attractivité ou de l'ESS, ça a fait plusieurs fois qu'il est demandé en commission que soient précisés les critères d'attribution. Toujours pas. Les pratiques métropolitaines sont donc, sur ce point, largement perfectibles. Alors, comme nous sommes très gentils, nous verrons dans quelques mois si la prise de conscience est réelle ou s'il ne s'agissait que d'un simple formalisme. Nous prenons acte, par contre, des progrès réalisés en matière de provisionnement des charges, recommandation numéro 6,
ainsi que de la subvention au SMTC devenue SMAG. Ceci va dans le bon sens et nous permet d'avoir une lecture plus juste de nos marges de manœuvre. Nous sommes par contre, ce que je vais vous dire ne vous étonnera pas, plus sceptiques sur la réorganisation de nos ressources humaines. Nous enregistrons les réponses effectuées en matière de pilotage et d'évaluation, ainsi qu'au niveau des recrutements. Cela ne correspond toutefois pas à ce que nous voyons et ce que nous entendons des remontées du personnel. Nous jugerons donc sur pièce. Mais nous rappelons que les observations de la CRC faisaient état d'une croissance de la masse salariale largement supérieure aux charges transférées. Nous rappelons également que l'évaluation de notre politique RH était une des priorités du mandat 2014-2020 et qu'elle n'a jamais pu être menée à bien. Enfin, le dossier des 1607 heures et la réforme du RIFSEP seront des révélateurs de votre capacité à avancer sur cette question. Et l'épisode désastreux que nous venons de vivre aujourd'hui montre que malheureusement, nous sommes très très loin de l'objectif. Beaucoup de questions restent donc en suspens. La qualité des vice-présidents et leur travail ne sont pas en cause, mais l'équilibre sur lequel vous avez construit votre majorité vous empêche d'avancer et d'avoir une ligne claire. Il vous faut donner à chacun sans froisser personne, y compris d'ailleurs ceux qui passent leur temps à vous critiquer. Nous sommes donc, Monsieur le Président, pessimistes, en espérant pour le bien des métropolitains que l'avenir nous donnera tort.